dans quel ordre elles ont lieu, mais elle nous apparaît relativement, il nous apparaît relativement important en ces temps de, je ne sais pas si on doit dire sortie ou début de crise, ou sortie et début de crise, de se poser la question des fondements éthiques de notre système de santé. Ça nous apparaît important parce qu'on sent bien, de manière plus ou moins claire, qu'il s'agit quand même de penser à reconstruire, adapter. En ces temps de crise, on voit bien qu'il est important de repenser les organisations de notre système de santé. Tant qu'à le faire, il nous est apparu, au nom du comité d'éthique de la Fédération hospitalière de France, et pour ce qui me concerne également au titre du comité consultatif national d'éthique, il nous est apparu important d'analyser cette crise sanitaire et cette crise morale dans laquelle nous entrons au travers du prisme de l'éthique. Donc on s'est réparti un temps de parole pour vous présenter une vision un petit peu générale que j'essaierai de vous développer. Je vais essayer de montrer combien cette crise et l'analyse qu'on peut en faire peuvent et doivent jeter les bases, à mon avis, de la reconstruction d'un système de santé sur un socle fondamentalement éthique. On verra pourquoi on parle d'éthique, c'est parce qu'en réalité, on est quand même tous ici, unis par l'idée que nous avons à servir les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus fragiles, et que nous avons à défendre des valeurs comme l'équité, par exemple, et l'égalité d'accès aux soins. Alors, peut-être un premier point pour ce qui me concerne, et ce qui concerne les leçons de la crise sanitaire, l'analyse d'une crise que j'appelle, peut-être c'est discutable, une crise morale de notre système de santé, qui se traduit quand même par des difficultés, on en discutait, des difficultés d'attractivité pour des professions que longtemps on a considérées comme la plus belle des professions, c'est celle qui consiste à soigner autrui dans la détresse. Et aujourd'hui, on voit que nous avons du mal à attirer des professionnels. Et je fais partie de ceux, alors j'ai été qualifié de pessimiste ici et là, mais je fais partie de ceux qui pensent que nous entrons dans une crise. Et quand je dis cela, il ne s'agit pas de le dire de façon désespérée et désespérante, c'est que le corollaire de cette conscience de la crise, c'est la créativité et c'est l'innovation, de mon point de vue. Mais néanmoins, il faut l'analyser, cette crise, et jeter les bases d'un éventuel socle pour reconstruire. Alors, quelles leçons, première partie de mon propos, quelles leçons tirer de cette crise sanitaire et comment analyser la crise morale? Alors, je vais passer assez vite sur le fait qu'il faut quand même qu'on essaie maintenant de prévoir ce que l'on sait devoir arriver, mais que l'on craint ou que l'on n'a pas envie que ça arrive. Je parle des crises épidémiques dont on sait qu'elles arriveront par vagues successives. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on recommence les erreurs du passé qui consistent à essayer d'être dans une forme de dénégation de ce que l'on sait pourtant devoir arriver régulièrement. Mais une leçon qui m'apparaît importante de la crise sanitaire, c'est qu'elle a démontré la fragilité du socle éthique de notre système de santé. Il s'en est fallu peu pour que des valeurs comme celle de l'équité, de l'égalité d'accès au système de santé soient malmenées, soient bouleversées par cette crise. Je suis dans une région où nous avons été beaucoup touchés lors de la première vague par cette crise sanitaire, et on a vu qu'à certains moments allait se poser la question de la sélection des personnes. Donc, une espèce de menace vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas négociable. Pour moi, en théorie, c'est l'égalité d'accès aux soins de la santé. On a vu aussi, à la faveur, si je peux dire les choses comme ça, de cette crise, combien, en termes d'équité, des personnes vulnérables ou des populations vulnérables avaient été survulnérabilisées. On en a déjà discuté plus d'une fois. Les personnes âgées, et en particulier les personnes âgées institutionnalisées, mais pas que, les personnes institutionnalisées en général,
ont beaucoup souffert non pas tant de la crise sanitaire que des mesures qui luttaient contre cette crise sanitaire. J'entends par là le confinement et la rupture des relations sociales et affectives. Si on veut être simple, je crois qu'il faudra se souvenir que la santé, ça n'est pas que le sanitaire. Que les relations sociales, les relations affectives sont constitutives d'une bonne santé. Et s'il faut que nous en discutions, nous pourrons en discuter. Je travaille actuellement pour montrer combien le déficit de relations affectives et sociales a provoqué une altération gravissime de la santé de certaines personnes vulnérables. Entre parenthèses, le modèle même de certaines institutions, comme les EHPAD, doit être repensé. Il ne s'agit pas de faire une critique des gens qui travaillent dans les EHPAD, mais j'y reviens, même si on avait déjà discuté de ça dans un avis antérieur du CCNE, l'avis 128 du CCNE, où nous posions la question, c'était il y a 3 ans, de la pertinence de mettre dans un même lieu des personnes que l'on sait toutes immunodéprimées parce qu'elles sont âgées. L'immunosénescence des personnes âgées conduit, lorsqu'un virus est introduit dans un lieu où on concentre ces personnes, à une morbidité, une mortalité épouvantable. Je pense qu'il faudra s'en souvenir parce que je pense que nous avons une capacité d'oubli des fois qui est à la mesure de notre capacité d'être dans le déni de ces situations. Et donc on voit bien que c'est un appel aussi, cette réflexion, à une vision de la santé qui n'est pas soluble exclusivement dans la dimension sanitaire, j'y reviens. C'est un appel à repenser même la santé publique, littéralement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de commissions en ce moment pour repenser les instances multiples de la santé publique, mais c'est heureux parce que de mon point de vue, il y a quelque chose d'étonnant à ce qu'en France en particulier, on ait à ce point médicalisé la santé publique. Un autre point dont on peut tirer des conclusions en termes d'analyse de la crise, c'est la fragilité d'un concept qui pourtant avait été porté très haut depuis la loi de 2002 relative aux droits des malades et à l'organisation du système de santé, c'est la notion de démocratie sanitaire. Il y a on a mis en évidence une fragilité sur le terrain de ce concept. En phase aiguë de la crise, on pouvait le comprendre, mais en phase subaiguë, voire en phase chronique, la paralysie, la non-sollicitation des instances de la démocratie sanitaire est quelque chose qui doit, à mon avis, nous interroger sur l'effectivité de ce fondement. J'y insiste un petit peu, si vous permettez, parce que je trouve que, excusez-moi si je vous semble dire des banalités, mais nous ne sommes pas que dans une crise sanitaire. Vous avez remarqué que nous sommes dans une crise de la confiance dans les institutions, de la confiance dans le système sanitaire. Et que je pense que la démocratie sanitaire, si elle est bien utilisée, bien pensée, elle est un outil de la confiance, parce qu'elle est un outil de la transparence, de l'explicitation et du débat public. Et donc je pense que nous aurions nous avons à réfléchir à cette démocratie sanitaire qui oblige à minima, à mon avis, à expliciter et à dialoguer pour toutes les actions du changement du système de santé. Je termine pour les constats, puis après je ferai quelques considérations sur ce que pourraient être les fondements du futur système de santé. Je termine par un constat qui ne vous surprendra pas, c'est que je vais faire un peu l'apologie du service public. Parce que je pense que le service public, je ne parle pas du service public hospitalier dont on a dit qu'il n'existait plus puis qu'il réexiste, mais je parle vraiment du service public, qui, de mon point de vue, avec ses valeurs de solidarité, de disponibilité, d'adaptabilité, a permis d'absorber le choc de la crise, de mon point de vue. Et si on ne se rappelle pas que ce service public a été, à mon avis, l'élément qui a fait que nous avons tenu, nous irons vers de sérieuses déconvenues. Ceci dit, le système a tenu grâce au service public, mais l'élasticité des personnes ou de ce service public a atteint ses limites, et peut-être même qu'on est un peu au point de rupture, me semble-t-il. Au point de rupture parce que nous sommes, on le voit bien, au décours de cette crise, mais avant
cette crise dans une autre crise qui a été accentuée, qui est la crise du sens. Une crise du sens de ce que soigner veut dire. On voit bien aujourd'hui, et je ne pense pas être dans un établissement le plus touché par ces questions-là, mais il l'est. On voit bien qu'aujourd'hui, la question de fond qui se pose, c'est celle de l'attractivité des métiers de la santé. Et si l'on interroge les personnes qui s'en vont ou qui ne veulent pas venir, on comprend très vite que ces personnes interrogent la question du sens de ce que soigner veut dire. Et je vais y revenir. Et on y reviendra dans ce que tu présenteras de notre réflexion. J'en viens à la deuxième partie de mon propos, qui est d'essayer de commencer à réfléchir à ce que seraient des fondements éthiques pour reconstruire ou adapter notre système de santé à la lumière de cette crise et à l'analyse de cette crise. Parce que si nous ne faisons pas ce travail, j'y reviens, si nous ne nous obligeons pas nous-mêmes à le faire, ce travail-là, la porte est ouverte à toutes les formes d'approche très simplistes autour de tout cela, surtout en période électorale. On va avoir des gens qui vont nous dire ce que nous aurions dû faire. On va avoir des gens qui auront des réponses simples à une question complexe. On va avoir des gens qui nous diront ce qu'il faudrait faire. Mais je pense que, enfin, peut-être je me trompe et vous nous le direz dans l'échange que nous allons avoir, mais celui qui sait ce qu'il faut faire pour redonner sens à un système de santé et lui retrouver ses valeurs, celui qui sait n'est pas tout à fait né encore, me semble-t-il. Et c'est du dialogue collectif que pourra venir, à mon avis, un peu de créativité. C'est un message important, hein, c'est-à-dire qu'en période de crise, on pourrait se dire qu'il faut juste qu'on gère la crise. Et en réalité, en période de crise, je pense qu'il faut faire preuve d'une grande créativité et d'une grande inventivité. C'est peut-être un des rares intérêts de la période de la crise. Alors, quel fondement éthique? On l'a vu, il va falloir, enfin, en tout cas de mon point de vue, de notre point de vue, insister sur l'équité et la justice qui sont, de mon point de vue, les fondements de notre système de santé, et en particulier depuis la création de la sécurité sociale en 1945. Mais on a vu, je viens de le dire, combien ce système avait montré ses fragilités. Mais je voudrais insister sur des nouvelles valeurs éthiques qu'on pourrait faire émerger et qui m'apparaissent fondamentales si on veut penser l'avenir du système de santé. C'est une éthique des solidarités et du respect des personnes qui font le système de santé. Et ceux qui font le système de santé, ce sont aussi bien les malades que ceux qui travaillent au service de ces malades. Nous ne sommes pas une entreprise comme une autre, nous sommes une entreprise qui est faite pour des personnes et qui fonctionne par des personnes. Et de mon point de vue, il va falloir, nous avons consacré un avis à cette question, pas le dernier ou l'avant-dernier, mais il faut repenser une éthique de la performance. La performance humaine en matière de soins, c'est par exemple de savoir prendre du temps. Prendre du temps avec des personnes malades. Ce n'est pas du temps perdu, hein. C'est du temps qui nous permet de les écouter, de les comprendre. Et puis vous savez que le temps que vous donnez à écouter quelqu'un, c'est du temps qui le soigne. Le temps, c'est du soin, à condition d'être formé pour que ce temps soit du soin. Deuxième importance de cette dimension du kairos, là, du temps, c'est aussi cette question du temps pour réfléchir. Il ne vous échappe pas que notre système de santé, dans sa dynamique de progrès, parce qu'il ne s'agit pas pour moi d'aller à l'encontre du progrès de ce système de santé, ça me semble une évidence, il suffit de faire un saut en arrière de 30 ou 50 ans pour savoir qu'on a changé, s'apercevoir qu'on a changé de paradigme. On guérit des maladies dont on ne guérissait pas, il ne faut quand même pas l'oublier. Sauf qu'il y avait un angle mort dans le progrès, c'est le fait qu'on contribue à générer des situations de grande complexité, de survie possible, avec des maladies chroniques. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut donc vivre avec une maladie qui ne guérit pas. Mais on ne vit pas comme si on n'avait pas la maladie. On crée de la complexité, on crée de la vulnérabilité, on crée de la dépendance, on crée parfois de la perte d'autonomie psychique, et il nous faudra bien accompagner ce que nous contribuons à créer. Et tout ceci, de mon point de vue, passe par une reconnaissance du temps, du professionnel de santé. Quand je dis professionnel de santé, c'est tout professionnel confondu. Réellement dans une vision très large de cette notion de professionnel de santé, de mon point de vue. Nous sommes ici tous des professionnels de santé. Reconnaître le temps d'accompagnement des personnes. Reconnaître le temps pour réfléchir.
en éthique, nous en avons beaucoup parlé. Prendre une décision en situation de complexité, ça nécessite de travailler collectivement. Il vaut mieux prendre du temps pour décider que prendre une mauvaise décision. Mais il ne vous échappe pas qu'à ce jour, le temps et le temps de la réflexion ne sont pas particulièrement valorisés dans notre système de santé. Donc il faudra bien que nous pensions à valoriser ces actions fondamentales qui consistent à bien soigner. Et je considère qu'une partie de la crise morale que traverse le système de santé est liée à ce que je dis précisément. Les professionnels de santé déplorent le fait qu'ils ne savent plus pourquoi ils travaillent. Pourquoi, pour qui, pourquoi faire. Ils ont besoin de savoir, de comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Alors je termine presque mon propos pour dire que je passe de ce constat du fait que notre système génère des situations de vulnérabilité pour dire qu'un des fondements de l'éthique clinique ou de l'éthique en santé publique, c'est le respect des personnes vulnérables. Peut-être d'ailleurs même que philosophiquement, si on y réfléchit bien, le respect des personnes les plus vulnérables, c'est le fondement même de ce qui a fait que nous vivons en société. Notre collectif humain a survécu à bien des crises parce qu'il avait fait société. Et il a fait société pour protéger, pour se protéger. Et pour protéger parmi ceux du groupe qui étaient en difficulté, ceux qui étaient les plus vulnérables. Il ne faut pas l'oublier, parce que si on veut un avenir, il faut penser aux plus vulnérables. Et je pense que c'est d'autant plus vrai que nous vieillissons, nous sommes une société qui est confrontée, comme je l'ai dit, à cette question de la survulnérabilisation des personnes. D'où, à titre personnel en tout cas, une grande inquiétude et une grande interrogation vis-à-vis du report du vote de la loi Grand Âge et Autonomie, par exemple, qui pour moi a une résonance assez inquiétante. Et puis je termine, pour de vrai cette fois, par le fait que, comme je vous l'ai dit, cette crise est aussi une crise de confiance dans les institutions, dans les médecins, une crise de la démocratie sanitaire que j'envisage pas forcément telle qu'elle peut être conçue ici et là, mais comme une nécessité que le système de santé qui est fait par et pour des personnes ne se fasse pas sans ceux pour qui il est fait. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos, mais en tout cas, ce qu'on appelle les usagers du système de santé, il faudra peut-être qu'on songe à revoir les mots à un moment ou à un autre. Mais les personnes malades, les personnes handicapées, les représentants de ces personnes, ceux pour qui le système de santé existe, ou ceux grâce à qui le système de santé existe, on pourrait le voir de cette manière-là, ont besoin de participer à la conception même de ce système, de le suivre et d'en débattre. Il y a eu un défaut de débat dans cette période-là. On peut tout excuser, l'urgence, l'impensé, etc. Le problème n'est pas de trouver des coupables, mais de l'analyser. Et à mon avis, il faut que nous réapprenions à faire société autour et faire débat autour de la réorganisation du système de santé. C'est important, parce que je trouve que la crise est, si maintenant je prends un peu de recul sur cette notion de crise de confiance dans notre société, à un moment un peu clé au plan géopolitique où on voit que les populismes naissent ici et là et un peu partout, il faut que nous soyons conscients de cela. C'est la défense de la démocratie, quelque part, qui est derrière cet aspect-là. Et donc il s'agit pour moi de bien prendre la mesure de cela. La crise de confiance dans la médecine, par exemple, pour rester dans le domaine qui est le nôtre, là, elle est liée au fait que les médecins ont beaucoup pris la parole dans une crise qui n'était pas médicale, mais une crise dans le domaine de la santé. Il y a eu une espèce d'hégémonie de la parole médicale, et parole contradictoire en plus, souvent, et entre la parole du médecin et la parole du politicien, il n'y a pas eu beaucoup d'espace pour la parole du citoyen. Et de mon point de vue, c'est quelque chose... On peut caricaturer autour de tout cela, j'essaie de ne pas le faire, parce que ce n'est pas cela qui ferait avancer beaucoup les choses. Mais je pense qu'il faut se rendre compte que la confiance, elle naît quand on est capable de dire, de dialoguer, de débattre, voire de revenir sur une position qu'on pouvait avoir sous l'influence des arguments d'autrui. Et de mon point de vue, c'est comme cela que nous reconstruirons un système de santé adapté aux enjeux du futur et à des questions majeures qui sont... le respect de l'homme.
Donc je vais te passer la parole, puisque nous y avons travaillé au titre de la FHF et du comité d'éthique de la FHF. Là, le propos que je tenais était à la fois à la croisée de mes responsabilités au sein du comité consultatif national d'éthique de la FHF, et puis en tant que médecin hospitalier également. Je trouve qu'être sur le terrain est quand même assez utile de temps en temps, pour qu'on ne surplombe pas trop les choses. Pascal. Franc-Comtois. Franc-Comtois, oui. Merci. Non, attends, j'ai un micro. Oui, il marche. Oui, ça marche. Voilà. Donc, Pascal Vorcioli, moi, je suis directeur de l'établissement public de santé mentale de Vendée, donc un établissement psychiatrique, à la fois sanitaire et médico-social. Et avec Régis Aubry, nous copilotons le comité éthique de la FHF depuis maintenant 2016. Ce comité a produit un certain nombre d'avis qui sont en ligne sur le site internet de la fédération. Et le dernier que nous avons produit n'est pas encore en ligne parce qu'il n'a pas encore été adopté par le conseil d'administration. Et il porte sur les fondements éthiques du système de santé. Donc c'est en avant-première qu'on vous parle de ce sujet cet après-midi. Sujet qui sera également une des 30 propositions de la Fédération hospitalière de France dans le cadre de l'élaboration de sa plateforme en vue de l'élection présidentielle du printemps prochain. Alors, quand on s'interroge sur les fondements éthiques du système de santé, Régis Aubry a déjà largement dévoilé le sujet, et je viendrai donc en complément pour vous exposer de manière un peu plus précise ce qui constitue aujourd'hui l'avis de notre comité éthique. Ce comité a travaillé sur cette question entre janvier et septembre 2021, et donc il l'a fait en plein dans la situation de crise. Et c'est vraiment sous l'angle d'abord de la crise sanitaire que nous nous sommes interrogés sur la résistance du système de santé, son efficience, sa performance, mais ceci en termes éthiques, puisque, bien évidemment, c'est le choix du comité éthique d'apporter une réflexion éthique au sein de la Fédération hospitalière de France. Le titre, finalement, de la conférence est mal choisi, parce que quand on dit quels pourraient être les fondements éthiques d'un système de santé, un système de santé ne peut fonctionner que s'il a des bases éthiques. Et notre système de santé fonctionne déjà sur des bases éthiques. Par contre, ces bases éthiques, elles ont pu être impactées, et elles l'ont été, bien sûr, par la crise sanitaire, crise qui, comme l'a dit Régis Aubry, se poursuit. On n'en est pas sorti encore. Alors, notre comité a essayé de lister, de son point de vue, d'un point de vue très pluridisciplinaire, pluriprofessionnel, pluricatégoriel, puisque le comité, c'est à la fois des professionnels, médecins, non-médecins, des usagers du système de santé, des aidants, voilà. Donc des profils très différents, des regards très différents, ce qui permet d'avoir un échange de vues et d'essayer, dans cet échange de vues, de co-construire une réflexion partagée. L'analyse sur laquelle on a débouché nous a permis d'identifier un certain nombre de principes qu'on considère comme les fondamentaux éthiques du système de santé. Alors, ça fait débat, hein. D'ailleurs, on aura plaisir à échanger avec vous sur ces valeurs. La première qui nous apparaît, la plus forte, c'est l'universalité. Le système de santé, il est conçu pour tous, pour garantir un égal accès de tous à des soins qui sont à la fois des soins de prévention, des soins curatifs, des soins de réhabilitation, des soins palliatifs, des soins médico-sociaux, d'accompagnement du handicap, d'aide à l'inclusion. Enfin, voilà. C'est l'universalité pour nous du système de santé. Et cette universalité, elle est vraiment un des fondements du système de santé. Deuxième élément important, selon nous, c'est la solidarité. La solidarité, d'abord, elle s'exprime sous la forme du financement socialisé du système de santé, en tout cas le nôtre, en France,
Ça n'est pas le cas, évidemment, dans l'ensemble du monde. Mais dans notre société, dans notre pays, nous avons la chance, je dirais, parce que je pense que c'est une chance d'avoir un financement socialisé. Et cette socialisation du financement, elle garantit l'universalité du système. Elle est, vous voyez, les fondements, en fait, les valeurs, elles interagissent les unes avec les autres. Mais la solidarité, et on l'a vu tout particulièrement pendant la crise, et que ce soit lors de la première vague, de la deuxième ou de la troisième, mais vraiment beaucoup lors de la première vague, on a eu une solidarité entre les établissements, au niveau des territoires, entre les régions, entre les pays, des aides transfrontalières, et puis sur le terrain, une coordination du sanitaire, du médico-social, de la ville, de l'hôpital. Enfin, des solidarités qui permettent de faire fonctionner de manière relativement harmonieuse en situation de crise le système de santé. Et après, la question, c'est de se dire, ça n'a pas trop mal fonctionné finalement. Comment est-ce qu'on pourrait pérenniser tout ça ? Troisième élément fondamental du point de vue éthique dans le système de santé, c'est la globalité. Le système de santé, ce n'est pas seulement le sanitaire. C'est le sanitaire, c'est le médico-social. Mais ça se réfère également à la définition que fait l'OMS de la santé, un concept de bien-être physique, psychique, social, pas seulement l'absence de maladie ou l'absence de handicap. Et donc derrière ce concept de santé globale, eh bien, on voit que le système de santé doit mobiliser un ensemble d'acteurs qui interviennent dans les différents champs de la prévention, de l'éducation à la santé, des soins, de la réhabilitation, de la rééducation, de l'accompagnement à l'autonomie, de l'accompagnement de la dépendance, de l'inclusion. Et puis on comprend bien aussi, comme l'a dit Régis Aubry, que la question de la santé ne peut pas se résumer au seul système de santé, et que plein d'autres éléments participent à la santé globale de la population. D'autres éléments nous sont apparus également fondamentaux, comme devant être assurés par le système de santé et par ses acteurs. C'est un fonctionnement respectueux de la personne, de l'humanité. Prendre soin avec humanité de chacun, de chacune. Ça suppose que le système de santé soit orienté personne, soit orienté individu, mais aussi collectivité, bien évidemment. Autre élément que nous avons mis en lumière, c'est l'estime et la reconnaissance des professionnels. Un système de santé nous paraît éthique et ne nous paraît éthique que si il sait reconnaître ses professionnels. Il sait valoriser leur action, leur engagement. Si on demande de l'engagement aux professionnels, il faut quelque part qu'ils en aient le retour. Donc ça suppose à la fois de la formation, de la rémunération, des statuts, de la reconnaissance, et pas seulement de dire bravo à 20h le soir sur son balcon pendant un mois. Ça ne suffit pas. Et 100 €, ça ne suffit peut-être pas non plus d'ailleurs. Voilà. Mais on ne va pas lancer une discussion politique ce soir, évidemment. La reconnaissance, il faut aussi qu'elle soit intellectuelle. Régis en a parlé, redonner du sens aux professionnels. Reconnaître le temps de la réflexion éthique dans le soin, de considérer l'éthique comme un élément constitutif du soin. Et donc d'en assurer une valorisation. Pourquoi je me tourne vers Cécile, évidemment, la grande argentière de la FHF qui sait relayer ces préoccupations. Nous avons beaucoup discuté aussi au sein du comité éthique au cours de tout ce vécu de la crise, avec le vécu de chacun, sur la notion d'humilité des savoirs. Et Régis Aubry y a fait allusion en disant on a pu être à un moment dans une hypertrophie du savoir médical, du savoir de l'expert. Le conseil scientifique en est quelque part une démonstration.
Or, on a besoin d'une multiplicité de savoirs. Du point de vue éthique, on a besoin de cette multiplicité. Le savoir académique, scientifique, médical, mais aussi le savoir expérientiel du patient, de son entourage. Et de confronter les savoirs en écoutant les uns et les autres, en leur donnant la même valeur. Et en essayant de trouver à travers l'expression des uns et des autres, une ligne médiane, on va dire, qui permette de faire une analyse bénéfice-risque dans une dimension qui soit la plus complète possible et la plus attentive à chacun. Ce qui renvoie bien évidemment à la question aussi du fonctionnement de la démocratie en santé. Nous, on préfère parler de démocratie en santé plutôt que de démocratie sanitaire. Et parce que la démocratie en santé, elle est constitutive de la démocratie. Et le système de santé ne nous paraît pouvoir être éthique et se revendiquer comme tel que s'il garantit l'expression démocratique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expression démocratique? C'est le fait que les uns ou les autres, professionnels, usagers, aidants, entourage, élus de terrain, associations, etc., les différents acteurs, dans leurs différentes dimensions, puissent s'exprimer, puissent participer à l'élaboration d'une décision. Ça ne veut pas dire décider. Et c'est plus de fabriquer une décision qui fasse consensus à travers l'organisation d'un fonctionnement de la démocratie en santé. Et ça nous a semblé être un élément évidemment manquant pendant cette crise, mais je vais y revenir dans un instant. La confiance, Régis en a parlé. Je parlerai aussi de la soutenabilité du système, parce que pour avoir un système de santé éthique, il faut que ce soit un système soutenable au plan financier, au plan des ressources, à la fois humaines et techniques. Et vous comprenez bien que ces différents éléments des fondements éthiques interagissent les uns et les autres et constituent plus que des fondements, finalement des fondations. C'est ça qui permet à la maison de tenir, à notre sens. Alors pendant la crise, évidemment, la crise, elle n'est pas que sanitaire, elle est politique, elle est sociale, elle est économique, elle est globale et sociétale. Et elle impacte nécessairement les fondements éthiques. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, il y a des choses qui ont moins bien fonctionné. Ce qui a bien fonctionné, finalement, face à cette situation imprévue, imprévisible, en tout cas, on peut considérer qu'elle était imprévisible, sauf que quand même, si on y réfléchit bien, on aurait pu y penser, au fait qu'il allait survenir en ce début du XXIe siècle, comme ça l'a été déjà dans d'autres siècles, des épidémies de nature infectieuse qui allaient bouleverser la société, qui allaient mettre à genoux une partie de la population et contre lequel on n'avait pas d'armes thérapeutiques ou vaccinales au départ. Donc on aurait pu finalement prévoir l'imprévisible. Mais c'est comme ça, on ne l'a pas prévu, donc dont acte. Et le fait qu'on ne l'ait pas prévu a provoqué une situation de sidération pendant la première vague de l'épidémie. Après, les choses ont évolué. Et pendant cette phase de sidération, c'est vrai que du point de vue éthique, il y a des choses qui ont bien fonctionné. Il a fallu, dans certaines régions qui étaient en situation de tension extrême, prendre des décisions sur la régulation des flux, sur la priorisation de certaines prises en charge. Et là, ça s'est fait sur une analyse bénéfice-risque, où on a privilégié finalement l'idée qu'il fallait sauver le plus de vies possible, tout en privilégiant celles des personnes pour lesquelles la prise en charge allait donner la plus grande chance de survie, en termes d'années de vie encore à vivre. D'où une réflexion éthique qui a été menée sur le terrain par les professionnels, mais un peu dans l'urgence, et certainement aussi avec une hétérogénéité de réponses
selon les lieux, selon les personnes, selon les équipes. Ça, c'est un axe de réflexion aussi pour le comité consultatif national d'éthique ou le comité éthique de la FHF, c'est d'essayer, à partir de l'analyse de la crise, de repenser des dispositifs pour être en meilleure situation demain face à la survenue de nouvelles crises. Par contre, on a eu une impréparation du point de vue des équipements. Donc, voilà, on a manqué de matériel au départ. Tout le monde a manqué de matériel. Et on a géré quand même la situation le mieux possible. On peut aussi considérer que pendant la crise, on a atteint au principe d'universalité du système de santé. Parce qu'il a fallu répondre à la situation de crise. Et la situation de crise, c'était les patients atteints de la Covid. Et donc le système de santé s'est réorganisé pour cette prise en charge, massivement. Il a montré son adaptabilité. Il a actionné des coopérations. Mais il a privilégié la prise en charge de certains patients par rapport à d'autres. Et ça s'est traduit par la déprogrammation. Et la déprogrammation, quoi qu'on en dise, surtout quand elle est sur une période longue, c'est des pertes de chance. C'est des renoncements aux soins pour certaines personnes qui ne venaient plus à l'hôpital parce qu'elles avaient peur d'être contaminées, ou qui ne venaient plus à l'hôpital en se disant « moi, mon cas, il est moins grave que le patient atteint de la Covid, donc je vais attendre ». Et il y a beaucoup de patients qui ont été dans l'attente du soin. On l'a vu aux urgences hospitalières après la Covid, lors de la deuxième, de la troisième vague, avec surtout une remontée de l'activité sur la fin de l'année 2020 et puis en 2021. En santé mentale, on l'a vu aussi plein fouet. La quatrième vague, pour nous, elle n'est pas épidémique, elle est mentale, en santé mentale. Ce sont les jeunes qui sont dans des situations de rupture de scolarité, d'auto-agressivité, voilà, qui sont perdus dans leur repère. Donc on a des éléments comme ça où on a une vraie atteinte à l'universalité du système de soins dans cette situation de crise. Et ça interroge parce que ça veut dire qu'il faut peut-être trouver des solutions de dérivation. On avait un peu, hein, c'est comme quand vous avez une route qui est très encombrée, vous proposez une route secondaire qui va permettre d'arriver à bon port. Le trajet sera un petit peu plus long, mais voilà, vous n'allez pas perdre votre temps dans les encombrements à attendre. Eh bien, il faut trouver là aussi des solutions de délestage qui permettent au système de santé de tenir et pas seulement de rester focalisé sur un élément comme ça l'a été pendant cette période de la crise. La solidarité, elle a bien fonctionné au niveau des territoires, entre les établissements, entre les régions, on l'a dit. Mais ça a été vrai surtout dans la première vague. Dans la deuxième et la troisième vague, il faut quand même le dire, même si ça fait des plaisirs à nos amis de la Fédération de l'hospitalisation privée, les cliniques ont répondu quand même nettement moins présent parce qu'elles ont repris leur activité. Parce que la logique du chiffre d'affaires l'emportait et que le service public, lui, il a continué à déprogrammer en deuxième et en troisième vague. Donc avec aussi des effets report de patientèle sur d'autres établissements. Donc la solidarité a fonctionné, mais dans certaines limites. Mais malgré tout, il y a des éléments positifs à retenir de la crise. Il y a eu des coordinations mises en place au niveau des territoires, avec les ARS, avec les délégations territoriales, avec les services régionaux des agences régionales, entre le sanitaire et le médico-social, entre la ville et l'hôpital. Les gens, à un moment, se sont serrés les coudes pour travailler ensemble, pour faire face ensemble. Et quelque part, on se dit, ben, ça serait quand même chouette que ça puisse continuer. Alors que, depuis la deuxième et surtout la troisième vague, finalement, chacun est retourné dans son précaré, dans son silo, puisque notre système fonctionne en silo. La solidarité, elle a fonctionné au niveau financier.
Les patients ont été pris en charge, 0 reste à charge. Les personnes sont vaccinées, accès aux vaccins, accès aux tests gratuits en France jusqu'à une date récente. Enfin, on est quand même dans un système assez extraordinaire où, quoi qu'il en coûte, finalement, a été la dominante financière qui a permis d'assurer l'égal accès de tous à ce dont il avait besoin. Donc ça, c'est des éléments positifs. La démocratie en santé, ça, c'est le parent pauvre. C'est le parent pauvre de la crise parce que tout à l'heure, on a parlé de crise de confiance. C'est vrai que la démocratie en santé, elle a mal fonctionné pendant la crise. D'abord, les gens ne se réunissaient plus. Les instances représentatives, que ce soit au niveau des établissements, au niveau des régions, au niveau des territoires, ne fonctionnaient plus. Plus de CRSA, plus de conseils territoriaux de santé, plus de commissions des usagers. Enfin voilà. Et donc on se dit, si ça survenait à nouveau, il faut absolument que ces instances de la démocratie, elles fonctionnent de telle façon à ce que la prise de décision, elle soit éclairée d'un échange avec les usagers. Bien sûr qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait des responsables qui prennent des décisions. Mais il faut que leurs décisions soient éclairées et pas uniquement sous la forme de cellules de crise qu'on a fait fonctionner les uns et les autres, bien évidemment. Et au niveau national, le conseil scientifique a été un conseil d'experts, sans la participation de citoyens, ça c'est un point important. D'ailleurs, le professeur de Delfrécy lui-même, dans une conférence, je crois que c'était avec les Échos, l'a reconnu en disant « ça nous a manqué ». Et je pense que si c'était à refaire, ça serait bien que le conseil scientifique intègre des personnes de la société civile pour que là aussi, en son sein, il y ait une discussion entre des personnes et pas seulement entre des experts. De telle façon à ce que la décision du politique soit éclairée. Or là, elle l'a peu été. On était dans un système très verticalisé, très centralisé, où le Parlement avait abandonné ses compétences législatives par habilitation pour le gouvernement, donc dans le système des ordonnances. Voilà, donc on avait tous les instruments de la démocratie étaient mis en sommeil. Et ça a été un gros défaut, et à notre sens, en tout cas c'était notre opinion au sein du comité éthique, c'est un des éléments qui a manqué pendant la crise et qui provoque à moyen terme l'effet de défiance, l'effet de colère, et aussi des choses qu'on voit très pratiques sur le terrain, avec des actions en justice vis-à-vis des établissements ou des professionnels, ou des politiques. Et ça va venir. Alors, notre comité a fait des propositions à la FHF, parce que c'est aussi le rôle du comité éthique que de faire des propositions, dont une globale figurera dans les 30 propositions de la plateforme pour l'élection présidentielle. Et cette proposition, je vous la lis, c'est renforcer la place de la réflexion éthique dans le système de santé en priorisant la formation des professionnels à l'éthique. Quand on dit des professionnels, c'est de l'ensemble des professionnels et pas seulement les professionnels de santé. C'est aussi les directeurs, hein, bien évidemment. Reconnaître la réflexion éthique comme un acte du soin et le valoriser en termes de temps, en termes de financement. C'est aussi faire évoluer les structures éthiques des établissements au niveau des territoires en allant vers des équipes territoriales d'appui et de réflexion éthique au bénéfice de l'ensemble des établissements d'un territoire, parce que tous les établissements ne peuvent pas constituer un comité d'éthique, et ceci en lien, bien sûr, avec les espaces régionaux d'éthique. Et puis, nous avons formulé d'autres propositions sur le renforcement de la place, du rôle du service public, Régis y a fait allusion, sur le renforcement de la démocratie sanitaire, ça nous paraît très important, au sein des GHT, au sein des régions, renforcer la place des usagers, l'engagement des usagers, du patient et de son entourage, renforcer la coopération entre les acteurs, tirer les leçons de l'expérience, de façon à demain être moins dans une situation d'imprévu qu'on l'a été, renforcer les droits des personnes et penser santé globale, à la fois en termes de prévention, de soins,
Et sur ce sujet-là, nous faisons le lien avec les travaux de la commission prévention de la FHF. Voilà, puisque le comité éthique est une des commissions de la fédération. Merci pour votre attention. Ce qu'on vous propose, c'est... Il nous reste combien de temps, là, Isabelle, pour les questions 10 minutes. Voilà. Des questions ou des interventions ou contradictions. Merci de vous présenter. Je suis Fabienne Mignot, je travaille pour une mutuelle. Je suis ancienne professionnelle de santé et aujourd'hui préoccupée de la santé des professionnels de santé. Ça, c'est le côté professionnel et par ailleurs assez engagée dans un tas de think tanks et autres sur la refondation du système de santé. Moi, aujourd'hui, je souhaite vous poser une question un peu en parallèle de votre propos. C'est celle qui m'inquiète beaucoup de la question de la fin de vie, du suicide assisté, etc., dont vous êtes saisi. Et comment, en fait, on peut aussi mieux accompagner les personnes jusqu'à la fin de leur vie, puisqu'on est tous d'accord sur ça, sans forcément, tout en résistant au lobbying qui nous pousse à légiférer sur des fins largement anticipées dans la population. Alors, pour information, au titre du comité consultatif national d'éthique, nous sommes autosaisis et nous rendrons un avis au mois de décembre, ou janvier, mais probablement décembre, avec la nécessité, là aussi, dans un contexte où des questions relatives à la fin de vie, au rapport à la mort se sont posées dans le cadre de la crise sanitaire, bien clarifier des enjeux qui sont fondamentaux. Par exemple, à la faveur de cette crise, la condition obligée d'accepter de ne pas pouvoir admettre des personnes âgées, par exemple, en milieu hospitalier, en pleine période de crise, comme nous l'avons vécu, c'était l'obligation qui nous était faite de ne pas les laisser seuls et de les accompagner dans le lieu où elles vivaient. C'est-à-dire que le corollaire de la performance du système de santé, réanimation, etc., c'est l'obligation du soin et de l'accompagnement. C'est fondamental. Il y a un nouveau plan de développement des soins palliatifs a été annoncé par le ministre Olivier Véran et il faudra le faire. Mais il y a une forte poussée parlementaire, d'ailleurs, actuellement pour faire évoluer le droit, mais au travers de propositions qui sont très euphémisées. L'assistance médicale à mourir, où il va falloir clarifier ce qu'il y a derrière ce mot. Quand on parle de soins palliatifs, on ne parle pas de la même chose que si on parle d'assistance au suicide, et encore pas du tout de la même chose que si on parle d'euthanasie. Ce sont des champs totalement différents, et finalement, il y a quelque part un devoir de non-abandon et de soins pour que les gens ne souffrent pas à la fin de la vie, pour que la fin de la vie, puisque j'y faisais allusion tout à l'heure, un corollaire du progrès, c'est l'augmentation de la fin de la vie. Nous vivons de plus en plus longtemps avec des maladies qui ne guérissent pas. Et donc il y a un devoir de développer le soin palliatif, mais le soin palliatif intégré dans la pratique de tous les professionnels, plus que des structures spécialisées. Il s'agit bien. Après, notre société évolue autour du respect de l'autonomie. Par exemple, la question des personnes qui sont atteintes de maladies lentement évolutives, chronicisées. On l'a vu dans l'actualité ici et là, se pose parfois la question du suicide chez certaines personnes. Chez certaines personnes qui estiment que dans le contexte qui fait référence dans notre société, pour certaines d'entre elles, vivre avec une altération croissante et progressive de son indépendance fonctionnelle, de son autonomie de décision, peut être incompatible avec le sens que certaines personnes donnent à leur vie. On a entendu parler ici et là de personnes qui font des demandes d'assistance au suicide. Autrement dit, ce sont elles qui se suicident. C'est encore différent de la question de l'euthanasie qui consiste à demander à un tiers d'effectuer un geste létal. Où là, le tiers s'engage
Et on peut imaginer aussi combien l'engagement de ce tiers peut questionner d'une certaine manière. Vous voyez bien qu'il s'agit surtout, de mon point de vue, d'éviter de confondre tout cela, de mettre à plat les enjeux éthiques qu'il y a derrière tout ça, pour pouvoir débattre sereinement, y compris au plan parlementaire. Parce que l'absence de précision sémantique nuit gravement à la santé parlementaire, de mon point de vue. Enfin, je réduis le propos, mais je pense qu'il s'agit un peu en urgence, puisque j'ai bien vu que 300 parlementaires avaient adressé un courrier au président de la République pour, en quelque sorte, le sommer de répondre à une injonction parlementaire, d'avoir un débat public, un débat parlementaire sur ces questions. Alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de tabou autour de ces questions-là et qu'il faut effectivement beaucoup débattre, mais en mettant sur la table tous les enjeux éthiques qu'il y a derrière tout cela. Ça n'est pas tant l'évolution du droit qui compte que la façon dont on se comportera par rapport à ce droit, me semble-t-il. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que nous aimons les choses simples sur des questions complexes. Donc, je crois vraiment qu'il y a là... et je suis assez surpris d'ailleurs que... on commence à le voir dans certains programmes électoraux, cette question est mise en avant, alors que celle dont nous traitons là, la fragilité de notre système de santé, la nécessité de le repenser sur des fondements éthiques, n'apparaît dans aucun programme. Il y a quelque chose que j'analyse moi comme une forme de déni ou de dénégation du politique autour de ces questions-là. Et c'est à nous de défendre cette priorité des valeurs, entre guillemets, et défendre un système de santé comme nous essayons de le faire au titre du comité d'éthique de la FHF m'apparaît fondamental. James Goldberg, je suis franco-américaine, je suis en France depuis 45 ans, je suis médecin oncologiste américaine, français. J'ai eu le grand privilège de devenir le premier chef de service d'hospitalisation à domicile en 1985 avec Santé Service dans notre région, avec 1200 malades par jour, faire mon internat ici. Si je suis en train de dire qui je suis, c'est parce que j'ai des choses très précises à vous dire. Il est absolument nécessaire, parce que je viens aux États-Unis où j'étais hier, et que je suis 325 fois transatlantique depuis 25 ans. Okay? Et j'ai eu le privilège de faire notre carte vitale, d'être directeur international ANDEM, NAS, HAS, l'INSERM, etc., etc. Donc j'ai eu ces privilèges. La santé, c'est un privilège et une responsabilité. Actuellement, en France, nous avons un grand problème, et Pascal et moi se connaissons depuis 25 ans, depuis très longtemps, grand problème chiffré. Aujourd'hui, on est confronté avec le numérique, on est confronté avec l'informatique, dans une façon, depuis 20 ans, mais maintenant, aujourd'hui, c'est brutal et c'est réel. Je pense que toute éthique, toute activité médicale qui était formée par ANDEM, NAS, HAS aujourd'hui, etc., et qui sont dans plein des étudiants, plein des agences françaises, où on a un système universel, où l'Amérique n'a pas du tout 50 États, et certains États n'ont aucune notion d'éthique, aucune notion de compréhension. Tout ce que vous avez dit, c'est même pas réalisé. Okay? Où la médecine est proposée pour tout le monde, où il y a une évolution extraordinaire. Maintenant, il est nécessaire de chiffrer tout. Il est nécessaire de savoir exactement combien de malades, qui sont ces malades, quelle est la pertinence de ces malades. Certains médecins seraient capables de distinguer une pertinence par rapport de quelqu'un qui a un problème cardiaque, respiratoire, etc., etc. Donc le traitement sera différent, le comportement sera différent. Certaines personnes ont d'argent, certaines personnes n'ont pas d'argent. Donc il faut absolument définir ces chiffres, définir les principes de qualité, sécurité, évaluation pertinence, évaluation économique chiffrée, et permettre les Français, qui sont des gens extraordinairement intelligents, extraordinairement universels, extraordinairement humanitaires, par rapport de beaucoup de pays, d'avoir des chiffres devant vous, et pendant 30 minutes, vous présentez l'évaluation de la pandémie pendant mars 2020,
juin 2020 un chiffre en agence, en organisation mondiale, en organisation sanitaire, organisation EHPAD, organisation sociale, organisation, etc., pour qu'on puisse discuter sur les faits et après essayer d'utiliser notre valorisation qui est extraordinaire, parce que la France est un pays extraordinairement universel, extraordinairement carte vitale. Ça n'existe pas. Allez dans les autres pays, regardez ce qui se passe en Chine. Je viens d'avoir une conférence en Chine où on a parlé de vaccination. Il y a 1,386 milliard de personnes en Chine. Le président de la Commission annonce qu'il y a 1,421 vaccins qui étaient faits. Qu'est-ce qu'on en a fait? Okay? C'est absolument même pas une discussion. Okay? Tandis que 7 pays, il y a 66 millions, on a des agences, on a une évolution que Pascal et vous connaissez parfaitement bien depuis 20 ans, et qu'il faut utiliser toutes ces ressources maintenant avec le factuel, les détails et des discussions ouvertes et pas philosophiques, et mais vraiment basées sur what works, qu'est-ce qui marche et ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'on veut faire pour améliorer ça? Dernier point, l'éducation. L'éducation, j'ai eu mes palmes académiques sur l'éducation parce que j'ai prouvé que la France, et pas Harvard, où il y a 68 000 $ chaque année pour devenir un médecin, mais 687 € chaque année pour devenir un médecin, on passait nos 10 universités à passer le même scope des examens NCBI que les Américains en ont fait aussi bien. Donc, bravo pour la France, bravo pour les valeurs économiques, bravo pour l'intellectuel. Et je pense que l'éducation, chaque année, commençons avec le lycée, et même commençons avant le lycée, pour prévenir les gens en qu'est-ce que c'est de différence entre médical, éthique, etc. Toutes ces choses que vous avez parlé sont extrêmement importantes pour que l'évolution soit une véritable évolution mesurable, valorisable et reconnue. Et remerciement à tous les Français qui contribuent à cette valeur éthique et médicale. Merci, Jimmy. Excusez-moi, j'étais longue, mais ça fait 18 000 km non, hier soir. C'est bien, la comparaison outre-Atlantique et France nous rassure, mais malgré tout, on a encore des progrès à faire. Il y a encore une question dans la salle, puis à nouveau devant. Si l'on veut bien me pardonner une question un peu plus éthique et philosophique. Héloïse Hallyday, je suis maître de conférence en psychologie clinique à l'Université de Bourgogne. J'avais une question qui part de retours que j'ai eu de la part de certains directeurs et directrices d'hôpitaux qui parlaient d'une forme de mélancolie de l'hôpital, là, en ce moment, de sorte de baby blues post-crise chronique. Et je me demandais, je m'étais fait 2 hypothèses en gros quant à justement cette mélancolie. D'une part, dans quelle mesure serait-elle pas liée à une forme de souffrance éthique qui aurait justement touché les soignants, et pas que les soignants d'ailleurs pendant la crise, les personnels hospitaliers. Et puis aussi, dans quelle mesure est-ce que, je crois que j'ai oublié l'autre partie de la question, mais donc déjà la question de la souffrance éthique des soignants, je pense que ce sera pas mal. Merci. Oui, alors on a effectivement au sein du comité éthique bien perçu cette situation. On l'a exprimé sous la forme de besoin de reconnaissance, d'estime des professionnels, qui nous semble être un élément de réponse qui a été insuffisant pendant la crise, même post-crise. Voilà. On observe quand même, et ça c'est un sujet d'actualité, une désaffection des professionnels pour l'hôpital. Pour les métiers de la santé au sens large, le médico-social aussi est impacté, que ce soit médico-social, personnes âgées ou personnes handicapées. Donc on a une crise des vocations. Et cette crise des vocations, elle interroge par rapport au sens que peuvent trouver les futurs professionnels pour des jeunes. Comment attirer des jeunes aux professions médicales, aux professions soignantes, aux professions médico-sociales, aux professions d'accompagnement? Il faut que chacun et chacune retrouve du sens. Je dirais que nous, quand on a choisi de venir travailler à l'hôpital, en tout cas moi c'était mon cas, on s'en faisait une certaine idée du rôle social, du rôle sanitaire de l'hôpital.
de sa participation en tant qu'élément constitutif d'un service public au service de la nation, au service de la population. Donc, on y trouvait des valeurs. Et on y venait parce qu'on voulait y trouver ces valeurs. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des valeurs qui sont moins perçues par les jeunes générations. Et on a des lits fermés. On a des lits fermés parce qu'il y a de l'absentéisme, parce qu'il y a des postes vacants où on ne peut plus recruter, parce qu'il y a quelques personnes, mais c'est une infime partie qui refuse la vaccination. Mais tout ça se conjugue et fait qu'on est sur une crise qui est une crise nouvelle, qu'on a dénoncée au cours de nos travaux, et même avant. Régis y faisait allusion tout à l'heure en disant la crise qu'on est en train de constater, elle préexistait. Juste une petite question. Je pense, et je le laissais entendre tout à l'heure, qu'il y a dans cette crise, parce que s'il n'y avait qu'une explication, ça se saurait. Hein. Donc c'est à mon avis très complexe. Une crise, ça s'analyse historiquement. Mais il y a quelque chose qui est une interrogation, tu l'as dit, on l'a dit tout à l'heure, du sens de ce que soigner veut dire. Et je pense que ça interroge l'évolution entrepreneuriale du système de santé. La question de la disparition de la valorisation du temps, ou plutôt de la disponibilité, plus encore que le temps, la disponibilité à autrui, la capacité d'écouter la souffrance d'autrui. Quand vous n'avez plus ce temps et cette disponibilité pour écouter la souffrance d'autrui, plus que d'y répondre d'ailleurs, hein, quand vous n'avez plus la disponibilité pour pouvoir échanger collectivement sur des questions complexes, construire une réflexion éthique, vous perdez assez vite le sens de ce que vous faites. Et ça fait tache d'huile, cette disparition du sens. Du coup, je pense que ça concourt largement à faire en sorte que ces professions attirent beaucoup moins qu'elles n'ont attiré. Donc il s'agit, à mon avis, de repenser tout cela, et c'est, à mon avis, de l'intérêt de réfléchir à la reconstruction du système de santé. Parce que cette question du sens, elle est, de mon point de vue, fondamentale. On ne peut pas impunément contribuer, via ce qu'on appelle le progrès, mais qu'on pourrait plutôt qualifier d'évolution technique et scientifique de la médecine, à prolonger des vies qui ne seraient que souffrance et que nous n'entendrions pas et que nous n'accompagnerions pas. Il y a donc quelque chose de cet ordre-là, et puis on ne peut pas, quand on est une infirmière, quand on est une aide-soignante, se satisfaire d'être un exécutant. On a besoin d'être un acteur du système de santé. Et là, aujourd'hui, lorsqu'on est un malade, ce qu'on appelle un usager du système de santé, c'est d'ailleurs inscrit dans la loi, on a le besoin, on a le droit, on a le devoir de comprendre. Mais pour comprendre ce qui bouleverse son corps ou son rapport à son corps, il faut encore du temps. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est enraciné dans le temps, c'est le cas de le dire, et qui a constitué une souffrance que la crise n'a fait qu'accélérer de mon point de vue. Chantal Carroger, directrice générale du CHU de Besançon, je suis complètement d'accord avec vous et effectivement, moi je suis assez désemparée par cette perte de sens. Il y a 30-35 ans, et je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, quand on interrogeait les jeunes personnels en disant c'est quoi les valeurs du service public, ils savaient vous répondre. Ils vous répondaient la continuité des soins, ils vous parlaient d'équité, etc. Aujourd'hui, vous interrogez des jeunes, ils vous leur disent mais c'est quoi les valeurs du service public? Je vous assure qu'il y en a qui ne savent même pas répondre, même pas la continuité des soins. C'est-à-dire, on sent que ces valeurs sont perdues. Alors c'est certainement aussi la faute, j'ai envie de dire, de tout le monde, mais on a un changement de société qui fait qu'on est obligé d'entendre qu'aujourd'hui, les personnels voient dans ces métiers les contraintes et c'est pour ça qu'on voit aussi des départs très vite. On recrute des jeunes et 2-3 mois après, ils s'en vont. Alors, je pense aussi qu'il faudrait s'interroger sur l'universitarisation des professionnels paramédicaux. Avant, quand on voulait rentrer à l'hôpital, on avait un entretien de recrutement où on cherchait à connaître la motivation. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Vous rentrez à l'école d'infirmier sans aucun entretien. Et donc, qui vous explique quel est le métier avec sa beauté, mais aussi ses contraintes?
Et je pense que le choc est trop fort quand vous débutez dans ce métier, où en plus vous n'êtes plus accompagné parce qu'il y a des postes vacants, il n'y a plus le tuteur qui est là pour vous aider. Vous êtes balancé comme ça dans un service de soins où on vous demande de faire comme si vous étiez une professionnelle de longue date. Et je pense que c'est terrible pour ces jeunes professionnels qui abandonnent vite, d'autant plus qu'ils ont des postes ailleurs. Donc c'est un vrai sujet. Je pense aussi que d'avoir mis en place ces journées de 12 heures, c'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a plus de transmission, les gens ne se voient plus, ne se connaissent plus, ils ne savent plus quelle est la collègue, donc ils ne se rendent plus service puisqu'ils ne connaissent plus la collègue du service. Et donc on a un absentéisme aussi qui est lié au fait qu'il n'y a plus cet esprit d'équipe. Et je pense que les 12 heures ont contribué à enlever ce sens. Quand vous venez travailler 3 jours, quand vous revenez la semaine d'après, le patient il est parti, parce que la durée moyenne de séjour a été réduite. Et aujourd'hui, le patient, vous voyez un patient un jour, 2 jours, après vous ne le revoyez plus. Et il n'y a plus ce lien avec le patient, où on discutait, où on prenait le temps de discuter, où on prenait le temps de discuter avec la famille. Tout ça, ça n'existe plus. Et ça contribue à la perte de sens. Mais alors, comment revenir à ça ? Eh bien, ça, c'est une vraie question et un vrai enjeu. Sujet de réflexion du comité éthique pour le prochain travaux. Juste un mot, vous savez bien qu'on est d'accord, hein, puisque madame est ma directrice chez HU, donc je ne vais pas dire autre chose, que nous sommes d'accord. Non, mais blague mise à part, moi je suis très inquiet du fait que les temps ne se croisent plus. Les temps des soignants ne croisent plus ou ne peuvent plus croiser le temps des malades. C'est quelque chose de grave. Nous n'avons plus le temps de pouvoir discuter des malades ou de discuter avec les personnes malades. C'est une phase de rupture, cela. Et sur l'autre aspect de votre propos, c'est un changement de paradigme, un changement de société. Les gens ne sont plus aujourd'hui comme ils étaient avant. La variable d'ajustement qui était le professionnel de santé et qui s'adaptait, qui attendait que quelqu'un vienne prendre son relais, qui éventuellement faisait un supplément d'heure ou je ne sais trop quoi, ça n'est plus accepté. C'est un appel à changer notre organisation. C'est parce qu'on peut en discuter, on peut en débattre, on peut être d'accord ou pas. C'est un changement de société, je pense. Parce que ça n'est pas qu'au niveau du système de santé. Cela. Et ça veut dire qu'il faut nécessairement repenser les organisations, adapter le système, mais aussi refonder quelque part les fondations éthiques. Voilà, c'est un travail aussi à faire. On a peut-être failli, nous, dans notre transmission de savoir. Enfin, on peut s'interroger. Donc, oui, Marc Bourquin, quelques mots, conseiller stratégique de la FHF. D'abord, je voulais vous remercier pour la prise de distance que vous avez eue, notamment sur la crise sanitaire, en mettant bien en perspective le fait que ce n'était pas seulement une crise sanitaire. Et voilà, qu'il fallait aussi la regarder sur l'impact, c'est un peu comme une comète qui a frappé notre société et qui l'a modifié sans doute en profondeur, mais en faisant aussi apparaître des failles qui étaient antérieures. Je veux aussi rebondir sur ce que vous avez évoqué, professeur Aubry, sur cet indice qui est l'incapacité des pouvoirs publics à traiter de la question du grand âge. Ça fait 15 ans que par vagues successives, un peu comme celle du Covid, enfin celles-là, elles sont différentes, on annonce qu'on va prendre ce sujet à bras-le-corps et puis on ne le fait jamais. Il y a toujours autre chose, la crise des subprimes et puis maintenant la crise sanitaire, il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Et la question que je me posais, c'est au fond justement, est-ce que c'est pas parce que au niveau des décideurs les plus élevés, est-ce qu'on a bien compris ce changement de paradigme qu'avait entraîné justement le succès du système de santé ? Le succès technologique qui a allongé, qui a donné plus d'années à la vie, mais qu'au fond, il n'y a pas encore une compréhension que les fragilités qu'a créé ce succès, elles ne se limitent pas simplement aux accidents thérapeutiques. Ça, on a un système qui est assez performant sur les accidents, enfin en tout cas, qui est une organisation pour prendre en compte les accidents thérapeutiques. Mais par contre, tout cet impact de la fragilité liée à la croissance de l'espérance de vie et au progrès technologique et thérapeutique, finalement, je ne suis pas sûr que les décideurs l'aient complètement appréhendé. Et la question, mais il n'y a sûrement pas de réponse unique, et à très juste titre, vous l'avez dit tous les deux, c'est du débat collectif que jaillit la lumière. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour infuser
chez les décideurs le fait que, voilà, maintenant il va falloir travailler à l'organisation des soins, mais aussi à l'organisation d'une société qui doit vivre avec une population qui est de fait beaucoup plus fragile que peut-être dans les décennies ou les siècles antérieurs. Alors, Marc, on a déjà discuté de ces questions, mais moi je crois à la fois que, alors je généralise, pourtant je n'aime pas généraliser, mais que nos décideurs ont perdu le contact quand même depuis assez longtemps avec une réalité, mais perdu le contact, c'est pas simplement parce qu'ils ne sont pas sur le terrain, c'est parce que c'est un problème pour lequel la réponse n'est pas évidente. On a à la fois un impensé de l'évolution du système de santé qui produit des situations qu'ils n'avaient pas pensées, de grande vulnérabilité, de perte de l'indépendance fonctionnelle, de perte d'autonomie, de fragilité, pour parler du vieillissement, etc. Et donc, on ne veut pas regarder que le système de santé lui-même n'accompagne pas ce qu'il contribue pourtant à générer. Et par ailleurs, ce qui est plus grave encore, tout ceci se déroule dans une société néolibérale qui a plutôt comme référence l'inverse de ce qu'elle produit. Il vaut mieux, dans cette société, être jeune, ne pas être malade et être capable d'être performant, voire rentable. Et nous contribuons, nous, dans cette société qui a juste engendré du progrès, parce qu'il ne s'agit pas de le nier non plus, ce progrès, à produire quelque chose que nous n'avons pas pensé, que nous n'avons pas prévu d'accompagner. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter sur l'image, il faut accepter d'en discuter. Ça n'est pas très sexy, ce dont on discute là. Ça n'est pas quelque chose qui porte en soi une forme de rentabilité, mais porte en soi une forme de performance humaine. Une société qui est capable de penser les plus vulnérables, aux personnes les plus vulnérables, est une société qui a de l'avenir, de mon point de vue. Une société qui le nie est une société qui va dans le mur. Et le report, pour ne parler que du report de la loi Grand Âge Autonomie, est un symptôme du déni sociétal d'une réalité que nous ne voulons pas regarder en face. C'est grave, de mon point de vue. Et je pense qu'il faut qu'on s'arrête sur cette image parce que, à force de passer la patate chaude aux autres, ça va finir par être un problème qui peut amener à des dérives dans une société. Je trouve que justement la crise nous a enseigné là-dessus. Vous avez entendu, comme moi, cette petite musique de temps en temps qui consistait à penser que les vieux commençaient à nous poser un problème. Quand la vieillesse devient un problème, c'est un problème. Je crois qu'il y a eu une petite alerte là. Même des grands philosophes ont considéré qu'effectivement, on pouvait arrêter de faire trop d'efforts vis-à-vis des personnes les plus vulnérables et les plus âgées. C'est pour moi quelque chose de très choquant. En tout cas, qui met en péril, me semble-t-il, la dynamique d'une démocratie républicaine. Je pense réellement qu'il y a un appel aux politiques. Voilà, très clairement, parce que c'est aussi ça, faire de la politique. Je vais terminer là-dessus parce que ça devient incorrect ce que je veux dire, mais il s'agit d'être utile là, quand on fait de la politique. Et pour être utile, il faut savoir déplaire. Bonjour, c'est Barbara Polacchi, je suis aumônier dans 2 hôpitaux de l'Essonne. Et je voulais revenir sur l'effet du sens, parce que dans mon travail d'aumônier, il y a des gens qui me remercient. Et dans un hôpital, j'ai aussi la session psychiatrique. Et donc, il y a des gens qui me remercient parce que je prends le temps d'écouter. Et par contre, il y a des infirmières, des médecins, du personnel qui me disent il y a cette dame, il y a ce monsieur qui a besoin de parler et allez-y le voir parce que nous n'avons pas le temps. Donc c'est bien réel cette chose que ça manque et je le vis tous les jours. Donc je n'ai pas de solution, mais c'est un constat. Oui, mais votre témoignage, il montre aussi que les bénévoles ont une place dans les organisations de soins. Et que les bénévoles, que ce soit des aumôniers ou d'autres personnes, peuvent apporter leur contribution
à la prise en charge des patients, parce que les professionnels, de toute façon, ne peuvent pas tout faire. Ils ne sont pas de toute façon en nombre pour s'occuper de tout un chacun pendant les 24 heures. Et quand on regarde, et c'était déjà des études qu'on faisait dans les années 80-90, quand on regarde le temps de soins direct consacré à un patient, il est de quelques dizaines de minutes pour chacun dans la journée de 24 heures. Donc ça suppose qu'il y ait tout un temps qui soit un temps individuel où la personne elle est effectivement seule, elle peut s'ennuyer, et où des accompagnants ou des bénévoles ont leur utilité. Voilà. Donc merci pour ce que vous faites, madame. Et en même temps, si je peux me permettre, et j'espère ne pas être désobligeant en vous disant cela, vous illustrez quand même une sacrée faille du système. Qu'il faille faire appel à l'aumônier parce qu'on n'a pas le temps d'écouter des malades, c'est pour moi dramatique, ce que vous dites là. Ça n'est pas à votre égard que je dis cela, bien entendu, mais pour moi, être un professionnel de santé, c'est savoir suspendre le temps de temps en temps pour écouter la détresse humaine. Je ne sais pas ce que soigner veut dire si on ne développe pas une compétence dans ce registre-là. Et de mon point de vue, c'est quand même un peu... Oui, mais tu sais bien que tout le monde ne peut pas suspendre le temps, comme tu le dis, et que ça, c'est aussi un élément qui crée de l'insatisfaction des personnes au travail, et qui fait qu'elles perdent le sens. En disant finalement, moi, plutôt que de travailler dans les conditions où je travaille, je préfère aller m'occuper des abeilles et être apicultrice. J'en ai des infirmières qui ont fait ce choix-là, moi, en Vendée. C'est pour ça que je vous en parle. Raison de plus pour en discuter. Bien sûr. Bonjour. Oula. Est-ce qu'on a encore du temps, en fait, parce que Oui, si la salle est libre, oui. Bon, allons-y. Oui, j'ai juste un train dans 3 quarts d'heure. Soir, voilà. Oui, Bernard Tria, donc je travaille pour l'hôpital Foch dans les systèmes d'information. Et donc ma question porte sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les systèmes de décision de santé. Et je voulais savoir si, de votre point de vue, ça avait une incidence sur la réflexion éthique. Voilà. Comment c'était considéré le fait que on pouvait imaginer qu'il y ait des classifications de patients faites par des algorithmes qui sont basés sur le plus grand nombre et qui ne prennent peut-être pas en compte tout ce qu'un médecin pourrait considérer. Alors, tu compléteras ma réponse, mais je fais partie de ceux qui espèrent relativement dans le développement de l'intelligence artificielle. Si, et seulement si, les machine learning, celles qui commencent à nous aider à faire des diagnostics, à choisir les bons traitements, libèrent du temps pour nous occuper des malades. Si et seulement si. Et je le dis, vous comprenez l'espèce de doute qu'il y a derrière, mais fondamentalement, le cœur du métier du professionnel de santé, c'est de s'occuper de personnes malades. Et je pense qu'il va falloir que nous revenions à ce qui est le cœur de ce métier et ce pourquoi des gens s'engagent dans des études de soignants. Et il me semble que l'intelligence artificielle, qui répond à la complexité croissante, à mon avis, dans le domaine du savoir, dans le domaine de la santé, le savoir est multiplié par 2 tous les ans, je crois, alors que le périmètre crânien ne change pas, lui. Donc il faut bien que nous trouvions des moyens de pouvoir intégrer un savoir qui nous dépasse. Et de mon point de vue, il est évident que l'intelligence artificielle, si elle est maîtrisée, si elle est accompagnée par des régulateurs éthiques, est ce qui pourrait libérer le médecin en termes de disponibilité pour s'occuper des personnes, le médecin ou le professionnel de santé, se libérer pour s'occuper de ce qui est son cœur de métier. Mais encore une fois, j'aimerais que ce que je vous dis devienne une réalité. Je n'en suis pas sûr. Parce qu'on peut y voir un moyen de remplacer. Il ne faut pas que ce soit un moyen de remplacer, il faut que ce soit un moyen d'augmenter. C'est-à-dire que je parlerai plutôt de savoir augmenter grâce à l'intelligence artificielle qu'un remplacement de la personne par l'intelligence artificielle. Je prends l'exemple de la conduite automobile. Quand vous avez une automobile relativement intelligente qui fait de l'assistance à la trajectoire, au freinage, à l'allumage des projecteurs et à d'autres fonctions de vigilance, pour autant, vous ne vous permettez pas de rouler à tombeau ouvert sur une route départementale. Bon, quelque part, c'est un peu la même chose, c'est que l'intelligence artificielle dans le domaine du soin, elle doit apporter un plus aux acteurs et augmenter leur intelligence
et non pas les remplacer. Bonjour, Jacques, je suis infirmier dans un EPSM. J'ai envie que vous me fassiez rêver. Je cuisine beaucoup et vous m'avez donné un ingrédient, mais je ne vois pas trop, ou en tout cas j'aimerais bien que vous me donniez des petites astuces pour l'utiliser. C'est finalement comment amener l'éthique dans les formations des professionnels. Parce que vous avez évoqué le fait qu'il faudrait qu'il y ait des formations d'éthique au sein des différentes formations professionnelles, donc des soignants. Alors, on peut y passer beaucoup de temps, mais fondamentalement, je crois que c'est le nœud gordien. Si on ne forme pas ensemble les professionnels de santé à travailler ensemble et à réfléchir ensemble, ce n'est pas la peine qu'on attende qu'à la fin, ils puissent s'entendre pour décider ce qu'ils n'auraient pas décidé s'ils avaient pris des décisions seuls. Je résume ce qu'est l'éthique. Donc c'est même une réforme assez profonde de la formation initiale ou continue qu'il faut faire prévaloir pour permettre... Vous êtes rendu compte, de mon point de vue évident, que c'est assez étrange qu'on forme en silo, pour reprendre l'expression que tu avais, des professionnels qui vont devoir travailler ensemble. Et réfléchir ensemble, et discuter ensemble, et être en désaccord. Et avec des formations continues qui sont elles-mêmes en silo. Donc il faut appeler à un changement assez... Alors il y a des expérimentations dans l'université à laquelle je collabore. On a introduit l'enseignement interprofessionnel autour des questions éthiques, on fait en formation initiale. On voit que ça produit des effets. Il faut beaucoup de temps pour mesurer l'effet d'une mesure pédagogique. Mais à mon sens... C'est une culture commune qu'il faut introduire assez tôt dans la formation, entretenir ensuite, pour pouvoir permettre d'assumer cette question de la complexité, des décisions en situation difficile et en situation d'incertitude, où chaque professionnel, c'est ce qu'on appelle l'interprofessionnalité, je vous renvoie aux travaux d'Edgar Morin, sur la complexité dans le champ de la santé, l'interdisciplinarité, l'interprofessionnalité, fait mieux que la juxtaposition de ces compétences. Donc, mais c'est un changement paradigmatique aussi dans la formation. Mais encore une fois, à l'ère moderne, il apparaît assez surprenant que ceux qui vont devoir travailler ensemble ne se rencontrent jamais pendant leur formation. C'est même carrément scandaleux, de mon point de vue. Peut-être une dernière question, je m'excuse parce qu'après je dois quand même filer. Marie Sangin, je suis cadre de santé au CMP de Montreuil. Juste pour vous dire que ça fait énormément de bien de vous entendre. Et la question que je me pose pour faire un petit peu écho à ce qui a été dit précédemment, c'est bien sûr éthique au niveau des formations, mais est-ce que ce n'est pas aussi au niveau de toute l'échelle de l'organisation de l'hôpital que cette question éthique doit être posée? Parce que c'est travailler ensemble, mais c'est travailler ensemble à tous les niveaux. Et que c'est absolument fondamental, je pense, que tout le monde pense le soin, réfléchisse au sens du travail, ensemble, mais ensemble, pas que les mêmes professionnels, mais tout l'hôpital. C'est absolument, je pense, crucial cette réflexion, parce qu'on voit bien qu'il y a des grandes différences, des grandes séparations entre les directions et le reste, et les soins. On a à la fois un effet de silo et un effet de strate. Et effectivement, il faut à la fois percer les cloisons et percer également, je dirais, les plafonds, quoi, faire sauter les plafonds. Et autre chose la question que je voulais poser, c'est, puisque ça fait... La pensée éthique est une pensée éminemment révolutionnaire de ce point de vue-là. Et autre chose, c'est concrètement, comment apporter cette réflexion éthique à tous les hôpitaux, parce que je pense qu'elle est, vu l'évolution de l'hôpital, vu la perte de sens que l'on vit sur le terrain, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il faut repenser l'hôpital complètement sur ses bases, sur ses fondements, sur ses valeurs, mais c'est une réflexion qui doit être faite aussi sur l'ensemble du territoire. Alors, je vous renvoie à des travaux que nous avions faits au début de la mise en place du comité éthique, où nous avions fait une enquête générale sur la situation des comités espaces éthiques dans les établissements de santé. Ça a été publié, ça l'est toujours d'ailleurs en ligne sur le site de la FHF, donc vous trouverez le document. On avait vu quand même qu'il y avait une photographie globale assez bonne de la mise en place des comités d'éthique dans les établissements,
avec des fonctionnements très différents, avec des compositions très différentes, avec des sollicitations aussi de ces comités évidemment très différentes. Et aujourd'hui, la réflexion qui est la nôtre au sein du comité éthique, c'est que nous privilégions l'idée qu'il faut aller davantage vers des équipes territoriales, des équipes qui soient mobilisables, qui puissent se mettre au service des établissements, par exemple au sein d'un groupement hospitalier de territoire, et venir en aide auprès des professionnels de ces établissements, auprès de ces équipes de ces établissements pour traiter de cas pratiques, d'analyse de pratiques, voilà, et dans une relation d'aide, d'appui, de transmission aussi de savoir et de transfert de méthodologie. Parce qu'il y a des outils aussi dans la réflexion éthique. Régis n'en a pas parlé, mais dans la formation, on avait fait une conférence en juillet, je crois, début juillet, sur cette question de la formation. Il y a des outils méthodologiques pour apprendre, en fait, à comment conduire une réflexion éthique dans un établissement ou à l'échelle d'une équipe de soins. Juste pour reprendre ce que tu dis, effectivement, et d'ailleurs je me permets de renvoyer à une des fonctions des espaces de réflexion éthique régionaux, qui est la formation à la réflexion éthique, c'est-à-dire apprendre à construire une réflexion éthique au plan individuel, apprendre à débattre, apprendre à changer d'avis sous l'influence des arguments. Tout ceci est, de mon point de vue, fondamental. Mais encore une fois, ça implique aussi venir en appui, dans une approche casuistique, des situations... parce que l'éthique, c'est pas quelque chose qui est complètement éthéré, qui serait purement philosophique, etc. C'est un questionnement qui vient du terrain. Et des professionnels de santé sont des acteurs de l'éthique. Moi, je pense qu'il y a un vrai danger à faire des éthiciens professionnels. Je pense qu'en revanche, il y a un véritable danger à ce qu'un clinicien ne soit pas quelqu'un qui apprend à construire une réflexion éthique, apprend à débattre avec autrui. L'absence de construction de la réflexion éthique, ça aboutit dans les établissements à des conflits au sein des équipes. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison majeure de mon point de vue. Donc, il y a des enjeux, mais... Le monsieur qui est parti, anglo-américain, qui nous disait qu'il faut des chiffres, etc., il a parfaitement raison. Il va falloir qu'on chiffre tout cela, qu'on chiffre les besoins. Ça, c'est un besoin majeur. Et puis, il va falloir que politiquement, on puisse dire quelles sont les priorités. Parce que nous n'avons pas les moyens de toutes nos ambitions. Il faut aussi être clair là-dessus. Et de mon point de vue, ce dont nous parlons là est une priorité. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci pour votre participation.